Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue dans le couvent, pas tout à fait chez moi, mais ça doit faire ma 9e ECW que je fais depuis les fondements. Donc Madame la ministre, Monsieur et Madame les élus, Monsieur les officiers généraux, je suis l'amiral Coustillière, président du pôle Excellence Cyber depuis maintenant 2021 et je suis ravi de vous accueillir et de vous permettre d'ouvrir cette 9e session de l'European Cyber Week. La particularité de l'European Cyber Week, c'est que c'est organisé par le pôle d'excellence cyber. C'est organisé par toute une équipe de bénévoles qui se mobilisent derrière Marc Pénamen, qui mène ça de main de maître maintenant depuis au moins la 5e ou la 6e année. Voilà, donc chaque table ronde, chaque événement est le fruit du travail de membres qui se rassemblent entre eux pour produire ces échanges. Donc, le pôle d'excellence cyber a été fondé il y a une dizaine d'années par une association, une rencontre, une dynamique commune entre le ministère des Armées et la région Bretagne, lui conférant un caractère particulièrement régalien, qui est un petit peu sa marque de fabrique. Vous verrez, lors de l'European Cyber Week, il n'y a quasiment aucun exposant qui ne soit pas français. Donc c'est un petit peu et l'European Cyber Week est un petit peu la rencontre annuelle, un peu la forêt des carnutes de l'écosystème régalien. Aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 130 membres. Donc la nouveauté de cette année, c'est la rencontre, c'est l'effort mis sur l'intelligence artificielle. Vous verrez beaucoup de stands d'intelligence artificielle. C'est aussi malheureusement le constat qui est fait que nous sommes dans un monde de plus en plus incertain, dans un monde de plus en plus dangereux. Et c'est dans un monde aussi où le numérique prend une place de plus en plus importante. Donc c'est assez naturellement que IA et cyber se rencontrent et que je suis très heureux maintenant de céder la parole à Madame Appéré pour la suite de son intervention. Madame la ministre, Monsieur le président du pôle d'excellence cyber, merci de nous accueillir chez vous, chez nous, puisque, comme vous l'avez dit, nous nous sentons ici complètement partie prenante de cette European Cyber Week. Monsieur le président de région, cher Loïg, général, mesdames et messieurs les officiers généraux et officiers, directeurs et directrices, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette 9e édition désormais de l'European Cyber Week. Et je veux souhaiter à chacune et chacun la bienvenue à Rennes. Pendant 3 jours, vous toutes et tous qui représentez la richesse de l'écosystème cyber français et européen, allez vous rassembler en ces lieux, au couvent des Jacobins, pour réfléchir, analyser, partager recherches innovantes et bonnes pratiques en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. Il faut dire que l'European Cyber Week occupe désormais une place de premier ordre parmi les événements cyber internationaux organisés en France et en Europe. Et je souhaite rendre un hommage vraiment très appuyé et chaleureux, s'il me le permet, Monsieur le Président, cher Arnaud Coustillière, à la très grande qualité des conférences qui se tiennent toujours ici, à la richesse du travail mené tout au long de l'année par le pôle d'excellence cyber que nous sommes heureux de soutenir. Et je vois Monsieur le Président de région qui opine du chef. Je sais que nous partageons cette ambition autant que cette satisfaction. En l'espace de quelques années, vous avez su faire de ce rendez-vous annuel un moment attendu de rencontre, un haut lieu d'émulation, de convivialité, nous en parlions, monsieur le directeur, tout à l'heure, à l'avant-garde des enjeux de la cybersécurité d'aujourd'hui et de demain. Les enjeux sont effectivement nombreux et soulèvent, vous l'avez dit, des urgences d'ordre économique et géopolitique, autant que démocratiques et sociaux, à la croisée précisément des défis fondamentaux de notre siècle. Les menaces de cyberattaques évoluent constamment,
Chacune et chacun ici le sait parfaitement et j'ajouterais sans doute beaucoup mieux que moi. Dernièrement, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis porte d'une certaine manière un risque de bouleversement supplémentaire de l'écosystème technologique mondial. Pendant sa campagne, le candidat républicain a fait part de sa volonté de déconstruire, méthodiquement peut-être, toute régulation de l'intelligence artificielle et toute réglementation des industries technologiques et des grandes plateformes. Cette approche libertarienne, en quelque sorte, du numérique, comme l'arrivée aux responsabilités d'Elon Musk sur ce champ, font, je le crois, peser une nouvelle menace existentielle sur nos sociétés. Le terme pourra peut-être paraître excessif, mais c'est bien une utilité vitale qu'endosse aujourd'hui la cybersécurité pour la pérennité de nos sociétés éclairées et démocratiques, pour protéger les droits et les données des utilisateurs, garantir une modération des contenus, endiguer la diffusion virale des fake news qui distordent la réalité et ont une emprise démesurée sur l'opinion publique. Parce que l'intelligence artificielle recèle un immense potentiel, de formidables opportunités, il est d'autant plus crucial d'en sécuriser les systèmes et d'en garantir la souveraineté. Créer une IA souveraine qui vient irriguer notre économie, voilà le défi commun, singulièrement le défi pour notre territoire. Favoriser la coopération des acteurs de la cyber et de l'IA, c'est le sens de l'implantation, monsieur le directeur de l'Agence ministérielle pour l'IA de défense à Bru, avec plus de 250 emplois attendus, ou encore du projet de recherche et de formation SECO-IA, porté par l'Université de Rennes et labellisé Pôle d'excellence en recherche et formation en intelligence artificielle. Autant de nouvelles perspectives et de leviers de développement pour l'écosystème cyber qui est une source d'inspiration aussi pour la structuration de cette filière émergente de l'IA. Mesdames et messieurs, voilà plusieurs années maintenant que j'ai le plaisir renouvelé de dire ici à vos côtés combien l'écosystème cyber fait la fierté de notre territoire. Cette souveraineté si essentielle, vous y participez activement. La question de la sécurité, du respect de la confidentialité des données est par essence, évidemment, au cœur de votre discipline, de vos études, de vos travaux, de vos expertises. Mais nos services publics, municipaux, métropolitains, locaux, accélèrent aussi en parallèle leur transition numérique. Nous aspirons à Rennes, comme ailleurs, à une dématérialisation performante de nos administrations. L'exploitation et la sécurisation de nos données doivent être garanties partout et la confiance numérique assurée à toutes et tous. L'autre enjeu, je veux le citer devant vous, pour notre collectivité, il ne vous surprendra pas, est de lutter en parallèle contre les mécanismes de relégation, d'exclusion, de ségrégation numérique. Contre cette fracture qui ostracise parfois, limite souvent, et peut même incarner une rupture d'égalité à laquelle nous devons porter, nous le croyons ici, une attention constante. Au-delà des outils indispensables, le numérique et la donnée sont la représentation construite d'une réalité à partir de laquelle nous pouvons engager nos transitions sociales, écologiques, démocratiques. C'est ce qui nous permet de déployer massivement, par exemple, ici, les énergies renouvelables, d'encourager le covoiturage par une meilleure connaissance des comportements, d'assurer la traçabilité de la gestion des déchets par une évaluation au plus fin, ou encore d'adapter notre gestion des ressources aux prévisions climatiques. En même temps, d'ailleurs, que nous renforçons notre résilience face au risque de cyberattaque dont nous savons qu'il peut aussi viser, ce sera un des thèmes de ces journées, particulièrement nos collectivités et établissements publics. Vous l'aurez compris, à Rennes, nous avons l'ambition d'apporter notre pierre, notre contribution, peut-être singulière, à la révolution numérique, tout en fournissant à toutes et tous des services publics fiables, efficaces, accessibles, et en favorisant en permanence le lien
entre l'ensemble des acteurs qui participent de près ou de loin à faire vivre la cyber sur notre territoire. Soutenir les dynamiques et les coopérations, comme nous le faisons par exemple avec notre réseau social de la donnée Rudi. Mesdames et messieurs, votre présence aujourd'hui à Rennes vient reconnaître, s'il le fallait, l'excellence de notre écosystème cyber, unique en France, et tout ce qu'il a réussi à accomplir grâce à vous toutes et tous d'exemplaires ces dernières années, tant en termes d'émergence d'un numérique de confiance, éthique et responsable, que de synergie engagée. Car notre méthode, et j'en terminerai par là, est résolument collective, avec une approche profondément transversale, aux côtés de l'ensemble de nos partenaires. Une compréhension partagée, basée sur le dialogue, l'écoute et des liens très fluides avec la région, cher Loïg, et les acteurs cyber, qui permettent de répondre aux besoins et aux attentes de notre territoire, du laboratoire à la start-up, de la recherche à la formation, du civil au militaire, notamment au sein du campus Bretagne Cyber Alliance à la gouvernance collégiale. La multiplication des incubateurs et des pépinières sur notre territoire, comme Cycred, notre pépinière cyber au sein du bâtiment Cyberplace que nous aurons le plaisir d'inaugurer tout à l'heure, qui favorise les collaborations et encourage les synergies. Il est certain que cet écosystème cyber local constitue une opportunité exceptionnelle pour nos collectivités comme pour notre territoire dans son ensemble. Et je veux vous redire cet après-midi notre détermination à continuer à nous engager à vos côtés pour soutenir et accompagner le développement de la filière. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre confiance et votre engagement. Excellente European Cyber Week 2024 à Rennes. Merci beaucoup. Madame la secrétaire d'État, Madame la maire, chère Nathalie, ça nous fait bizarre d'ailleurs, Nathalie et moi, d'être ainsi encadrés, plein de militaires sur le slide que moi j'ai devant les yeux. Mon général, amiral, je voudrais bien entendu commencer mes propos en saluant l'amiral Coustillère et en le remerciant pour le travail qui est réalisé par le pôle d'excellence cyber et la réussite de cet événement année après année, comme l'a souligné Nathalie Appéré il y a un instant. Cette année encore, cet événement est exemplaire. Cette année encore, cet événement appelle des déplacements partout en France, partout en Europe, pour venir ici travailler, échanger, débattre sur ce sujet ô combien important qu'est la cyber. Ô combien important pour notre vie de citoyen, ô combien important pour notre pays, ô combien important pour l'Union européenne. C'est dans ce lieu qu'existent les débats, les rencontres, les réflexions qui permettent de bâtir l'avenir. Et sur ces sujets de cybersécurité, de cyberdéfense, mais aussi d'intelligence artificielle, nous avons une jolie histoire derrière nous qui appelle encore de nombreuses années d'engagement. Sur ce dernier point de l'intelligence artificielle, je me félicite que l'édition de cette année intègre dans sa programmation ce sujet. Ce sujet de l'IA qui, à vrai dire, est mis un peu à toutes les sauces en ce moment, mais qui est important à traiter, à observer, à regarder. Et sur ce point, l'apport de l'Amiad, et je salue M. Rondepierre, est déjà perceptible. C'est une bonne nouvelle de voir ce renforcement, c'est une bonne nouvelle de voir ces liens qui se créent et qui, année après année, nous lient tous ensemble. Nous, Bretons, nous, bien entendu, aux armées depuis longtemps, grâce à des acteurs importants comme le ComCyber ou la DGAMI, les gendarmes ou encore le PEC, mais aussi les liens noués avec le gouvernement, les gouvernements qui ont tous eu, Madame la Ministre, un regard particulier sur cet écosystème breton, au service de la République, au service de notre ambition collective. L'IA offre de nouvelles opportunités et le Conseil régional de Bretagne a décidé de regarder ce sujet de près en définissant une feuille de route. Pas une feuille de route seulement pour dire ce que nous voulons faire et comment nous voulons capter de la valeur, mais une feuille de route qui permette aux élus du Conseil régional de Bretagne, sous l'autorité de Jérôme Tréhardy, de réfléchir à la place de l'IA dans notre société, la place de l'IA dans nos services publics, la place de l'IA finalement dans notre démocratie.
Je vous invite tous et toutes, à y participer et à construire cette feuille de route qui, je l'espère, courant 2025, sera votée par l'hémicycle régional. Et c'est pas le hasard de vouloir organiser un débat au sein de l'hémicycle régional, c'est aussi pour que chaque élu puisse prendre conscience de ces enjeux. Et puis au-delà de l'IA, nous avons à continuer le travail sur la cyber, puisque le sujet de la cyber reste l'aventure centrale. L'aventure centrale qui est au cœur de luttes puissantes et profondes, en France, en Europe et dans le monde. Nous savons que le cyberespace redéfinit les enjeux de pouvoir et de puissance. Qu'appliqué au champ politique et militaire, il fait évoquer les attributs traditionnels de puissance et de souveraineté. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, les blocs se reforment. Des blocs qui sont finalement des data empires, que sont la Chine, les USA, et qui se battent pour le contrôle du data monde, appuyés par quelques puissances régionales. Chacun promeut sa propre vision du monde, mène sa propre guerre informationnelle, dont le trait commun pourrait être une remise en question du monde que nous avons bâti depuis 70 ans, appuyé sur la liberté, la démocratie, et par déclinaison une forme de lassitude de la démocratie et de l'état de droit. C'est un beau sujet que nous devons traiter au-delà de ce lieu magique, magnifique, que nous devons appréhender et discuter dans toutes les instances où la démocratie doit s'exprimer, débattre, construire l'avenir. Comment donc, dans ce cadre, pouvons-nous faire perdurer la promesse initiale d'Internet ? Cette promesse initiale d'un Internet universaliste au service de toutes et tous. Cette intelligence, celle de l'intelligence collaborative à l'échelle planétaire plutôt qu'une vision unique pensée par quelques-uns et finalement diffusée au reste du monde. Nous avons là aussi beaucoup de réflexions à mener, beaucoup de combats à assumer pour préserver notre démocratie. Et nous le savons tous ici, qu'une fausse information, une fake news, une information générée par IA qui n'est finalement pas une information avérée, circule 100 fois plus vite que la vérité. Et on le vit dans tous les domaines, de la science à la politique, en passant par l'ensemble des champs de l'opinion publique. Et surtout, quel est le socle de valeurs sur lequel nous fondons notre action politique et notre futur ? Vaste sujet. J'ai constaté, comme tous, et Nathalie y a fait allusion il y a un instant, que la campagne des présidentielles aux États-Unis d'Amérique a mis en avant certaines nouvelles pratiques que nous avions vu poindre déjà il y a 4 ans ou il y a 8 ans. Nous voyons qu'en France, un certain nombre de responsables politiques se sont engouffrés dans la brèche et qu'un certain nombre de tweets, de messages sur les expressions numériques ont fait écho à cette actualité américaine. Et là, ce ne sont pas des fake news. C'est la démocratie d'aujourd'hui, c'est la République d'aujourd'hui et finalement, c'est un penchant peut-être naturel d'une partie de notre classe politique. Il convient donc là aussi d'avoir les yeux ouverts et d'être attentifs sur la situation, car en face, nous avons finalement un choix très clair à assumer, soit devenir une colonie numérique qui se trouvera à la traîne, ou alors inventer nos propres usages pour produire nos propres technologies, pour assumer notre souveraineté, mais aussi derrière assumer notre volonté de liberté et de démocratie. Vous l'avez compris, les élus que nous sommes en Bretagne, nous avons choisi. Nous voulons un territoire de la liberté numérique qui s'appuie de fait sur des droits, sur des devoirs. Et cette liberté, elle peut se mener à condition, encore une fois, d'avoir la capacité de nous défendre. Et la filière cyber est au cœur de cette liberté. La filière cyber est au cœur de la solidité de nos démocraties. Liberté car nous chercherons toujours à sortir des dépendances, prioritairement, encore une fois, extra-européennes, mais liberté pour attirer celles et ceux qui veulent réinventer un numérique conforme à nos valeurs et qui veulent ce monde de liberté qu'offre l'Europe encore aujourd'hui et que nous devons défendre à tout prix dans les années qui viennent, sans naïveté et sans faiblesse. C'est finalement ce que nous faisons au quotidien avec notre action, ici en Bretagne, les collectivités, aux côtés des universitaires, aux côtés des structures d'innovation et de tous les acteurs civils et militaires qui agissent ici en Bretagne. C'est ce que nous faisons modestement, mais avec force, pour faire en sorte que nous puissions continuer à accompagner notre jeunesse dans des lieux de formation à la hauteur des ambitions et à la hauteur des attentes de l'ensemble du secteur, cher Olivier David. Et nous le faisons avec Rennes Métropole en tête, mais toutes les collectivités, car finalement, je le dis à Madame la Ministre, je le redis au monde militaire et civil présent ici,
nous avons besoin de faire équipe tous ensemble, avec un socle de valeurs, avec une ambition et avec encore une fois la certitude que nous avons ici la capacité d'inscrire la Bretagne dans l'avenir de la cyber, dans l'avenir d'une histoire au service de notre développement, mais encore une fois au service de valeurs qui sont au cœur de l'identité européenne et républicaine. Nous avons, nous Bretons, l'habitude de naviguer dans les tempêtes, et bien là nous sommes servis, et notamment dans le monde cyber, et nous avons encore une fois beaucoup d'atouts qui nous permettront de tirer notre épingle du jeu. Ajoutons-y l'humilité bretonne, notre capacité à être durable et résilient, et nous serons, je pense, leaders en Europe pour pouvoir montrer un chemin au service de tous, et encore une fois, au service du développement de nos territoires et des emplois de celles et ceux au service de celles et ceux qui y vivent. Bonne European Cyber Week, vive Rennes, vive la Bretagne, vive la République et l'Union européenne. Merci à tous. Madame la secrétaire d'État, Monsieur le président de région, Madame la maire, Monsieur le représentant du préfet, cher Arnaud, bonjour à tous, bonjour à tous les acteurs de notre cyberdéfense, parce qu'on sait bien que ce n'est pas un combat qu'on peut mener seul. Je voudrais ouvrir la séance un petit peu sur le pôle d'excellence cyber, parce que je constate, pour voir beaucoup de cybercommandeurs étrangers, à quel point c'est précieux d'avoir cet espace d'échange, d'interaction, et qui nous est envié par beaucoup de nos cybercommandeurs étrangers aujourd'hui. Ce pari était un peu fou quand on y pense, il y a 10 ans, entre le ministère des Armées et une région, la région de Bretagne, et tout l'écosystème qui s'est constitué autour de Rennes aujourd'hui et qui s'élargit encore un peu plus en Bretagne aujourd'hui, est parti de ces initiatives et de quelques pionniers qui ont construit tout ça. Et soyons bien conscients de ce que ça représente aujourd'hui. Alors, une fois qu'on dit ça, vous êtes bien sûr ici, on est ici au cœur de la matrice, donc beaucoup de choses vont encore s'écrire dans les 2-3 jours qui viennent avec les échanges. Mais il y a une chose fondamentale à intégrer aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Le cyberespace, c'est quoi? C'est un milieu, un espace humain, un espace reconnu comme un espace de combat, et un espace de combat qui se construit autour de l'intégration de technologies. Milieu humain, c'est le seul des milieux par rapport à terre, air, mer, espace, qui est réellement humain, construit par l'humain, et qui intègre toutes les technologies. Aujourd'hui, c'est l'IA, demain, c'est le quantique, après-demain, c'est les technologies immersives. On ne pourra jamais se reposer, on devra sans cesse s'interroger et toujours suivre ce rythme-là. Pour la partie IA, alors ça devenait assez naturel, notamment pour notre ministère qui a créé l'Agence militaire de l'intelligence artificielle de défense, de pouvoir construire une capacité en interne nationale très adossée à nos capacités. L'IA, c'est quoi? En fait, pour nous, il y a un leitmotiv, c'est pas de cyberdéfense sans IA. La cyberdéfense aujourd'hui ne peut pas s'intéresser et s'interconnecter avec l'IA. Pourquoi? D'abord à cause de la menace qui a été abordée juste avant que je prenne la parole. La menace est très large. On voit une sophistication, une extension. L'IA offre à plein d'acteurs qui jusqu'ici n'avaient pas forcément les accès ou les connaissances techniques, la possibilité de conduire des attaques beaucoup plus sophistiquées et des attaques beaucoup plus massives. Donc, pour nous, en tant que cybercommandeurs, on doit être amené à s'interroger sur ces menaces et sur notre capacité à faire face à cette massification et densification et sophistication étendue. Et pour ce faire, on a un atout, c'est que de l'autre côté, je parlais du glaive qui nous attaque, on a un bouclier qui lui aussi dépend magistralement des capacités que va nous apporter l'IA pour détecter, caractériser, contrer, superviser toutes ces attaques potentielles dans les années à venir. Et ce combat-là, finalement, c'est le combat classique pour des militaires entre le glaive et le bouclier. Avec une différence notable, c'est la vitesse d'exécution, la vitesse d'innovation, la vitesse de changement. On parle souvent, nous, de technique, tactique et procédure. Souvent, on avait tendance à les séparer. La technique, la DGA nous la fournit, la tactique et les procédures, on s'en occupe dans le domaine militaire. Aujourd'hui, on ne peut plus être sur ce rythme. C'est un vrai trio qui travaille ensemble aujourd'hui pour faire en sorte que l'innovation soit intégrée au combat. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Plus l'innovation, mais pas que l'innovation techno, son intégration aussi rapidement dans la manœuvre.
C'est ça qui va compter. Et donc, c'est le travail collectif qui est important pour faire face aux menaces de demain. Enfin, je l'ai dit, pas de cyberdéfense sans IA, mais également pas d'IA sans cyberdéfense ou sans cybersécurité. Aujourd'hui, il y a un peu la version et la vision, pas ici bien sûr, parce qu'il n'y a que des sachants, mais de l'IA magique. Pour avoir assisté à quelques restitutions de travaux récemment, j'entendais à chaque fois, ce problème-là sera réglé par l'IA, celui-là par l'IA, celui-là par l'IA. Bonne chance à l'agence pour régler tous nos soucis. En attendant, l'IA n'est pas magique et l'IA est fragile. On peut empoisonner nos stocks de données. On peut venir aussi falsifier nos algorithmes ou les modèles d'apprentissage. Il faudra sans cesse protéger, contrôler et vérifier ce qui se passe dans l'IA. Donc cette vigilance et ce lien qui nous lie entre l'IA et la cyber est bien illustré par ce qui va se passer aujourd'hui. Enfin, pour nous, pour les jours qui viennent, dans le PEC, on a été largement contributeur donc, à 3 domaines très différents, finalement 3 approches très différentes. La première sera une table ronde demain avec les cybercommandeurs francophones. On profite chaque année de l'espace du pôle d'excellence cyber pour échanger sur notre vision et nos échanges du domaine et de notre façon de défendre. Ensuite, on aura un séminaire sur les menaces cognitives. Ça a été largement abordé juste avant, j'y reviens à peine. La couche sémantique du cyberespace est particulièrement menacée par l'IA. Et donc, en général, il faut voir comment ça va impacter l'aide à la décision, les perceptions, les opinions publiques. C'est un sujet qui sera abordé. Et enfin, la troisième, qui abordera le cyber wargaming, parce que c'est fondamental chez nous aussi. Comment on va rapidement intégrer les process, les jeux, et voir comment tout ça nous fait progresser pour faire face à la menace. 3 axes très différents, mais qui vont croiser des chercheurs, des industriels, des entreprises, des militaires, dans un vaste cadre, et qui va nous permettre, je l'espère, de progresser ensemble. Merci. Surtout ne touchez à rien. Première attaque cyber. Pour faire écho à l'intelligence artificielle, mais je pense que Bertrand Rampierre, qui a aussi hacké toute la nef, là, je vois, nous en parlera plus en détail. C'est bien, enfin, c'est l'infection de cette European Cyber Week, mais c'est déjà une réalité. Par exemple, alors si on sort de la cyber, les drones russes en Ukraine, certains embarquent de l'intelligence artificielle. Ils choisissent elles-mêmes leurs cibles. Donc on ne parle plus de munitions téléopérées, mais on appelle ça des munitions rôdeuses ou des choses comme ça. Mais l'utilisation en fait, la plus prégnante de l'intelligence artificielle, mais je crois que ça fait écho à tout ce qui a été dit actuellement, c'est quand même la manipulation de l'information, puisque l'intelligence artificielle sert à générer de manière massive du contenu, du faux contenu, de manière industrielle, partout. Donc ça a été constaté, ça a été évoqué par le président de région. Moi, je voudrais évoquer ici d'autres enjeux que l'intelligence artificielle, mais qui font aussi écho à certaines conférences de l'European Cyber Week. Comme vous le savez, au ministère des Armées, on ne dit plus tant de paix, tant de crise, tant de guerre. Je crois que la nouvelle doctrine du CEMA, c'est de parler de compétition, contestation et affrontement. Donc je pense qu'il n'y a rien qui illustre mieux que la cyber ce concept. D'ailleurs, les armées parlent de multidomaine, multichamp. Donc en période de compétition, d'un point de vue cyber, nos compétiteurs s'implantent, intrusent, alors pour parler comme un DGMI ou poutre les réseaux, où on fait de l'influence, de l'ingérence. En période de contestation, on fait un peu plus, on fait de l'entrave ou de la rétorsion, de l'ingérence, on a quelques exemples. Et en période d'affrontement, l'arme cyber est utilisée massivement dans la manœuvre globale, comme on a pu le voir en Ukraine, même si, a priori, ça n'a pas encore été déterminant du fait qu'ils sont bien protégés et bien préparés. Voilà. Donc, je vois donc un certain nombre d'autres enjeux à relever, et je vais en prendre 4 qui seront largement discutés cette semaine. Le premier, il a été évoqué tout le long, là, pour l'instant, par Madame la maire et Monsieur le président de région. C'est la lutte informatique d'influence. Alors, c'est le langage Minarme. Je pense que d'un point de vue civil, on parle de la lutte contre la manipulation de l'information. Et c'est effectivement une priorité, un enjeu même de stabilité et de démocratie. Et c'est bien un des thèmes qui est traité ici depuis des années. Le deuxième, c'est le pendant, c'est la lutte informatique défensive. Les attaques cyber, ça a été dit, sont en augmentation, quelles que soient leurs origines, qu'elles soient criminelles ou d'origine étatique.
et nous devons augmenter notre niveau de résistance et de protection, ce qui passe alors non pas par le renforcement des murs du château fort, même s'il faut un peu, donc empêcher de rentrer dans nos réseaux, mais bien d'aller vers une défense en profondeur, et donc revoir les architectures de nos réseaux, de nos données, en les sécurisant au maximum et en limitant l'accès. Donc on parle de technologies de sécurisation centrée des données, donc le DSS en anglais, ou de Zero Trust. Je crois que ça a été évoqué par Madame la Ministre pendant le déjeuner, la sécurisation des données. Voilà, ces points sont abordés plusieurs fois dans la semaine. Troisième enjeu, une évidence aussi, les attaques de la chaîne logistique. La supply chain, c'est toujours le maillon le plus faible qui est attaqué. Beaucoup d'exemples récents le montrent. Et donc, la mise en œuvre de NIS 2 ou de la loi résidence, si j'ai bien compris, obligera toutes les entreprises à monter encore plus leur niveau de sécurisation. Le quatrième enjeu, alors qui est plutôt lié à l'évolution des technologies actuellement, c'est l'ordinateur quantique. Donc, comme l'intelligence artificielle, il est porteur de beaucoup d'opportunités, mais également de beaucoup de menaces. Donc, ce n'est pas un sujet du ministère des Armées, c'est un sujet de société, puisqu'il va permettre de craquer la plupart des algorithmes en service et impacter toute la société. C'est toute la sécurisation d'Internet, c'est tout ce qui est échange bancaire, tout ce qui est carte bleue. Alors, j'ai un exemple. Pour casser un mot de passe de 12 caractères contenant majuscules, chiffres, caractères spéciaux, un ordinateur classique doit essayer plus d'1 milliard de combinaisons différentes, ce qui représente 226 ans pour trouver le mot de passe. Alors ça dépend si on a un supercalculateur comme la mienne, je sais pas, peut-être que c'est peut-être 123 ans. Voilà, pour un ordinateur quantique, ça prend que quelques secondes. Et donc, pour retrouver le même niveau de sécurité, il faudra qu'on passe tous au moins un doublement de la taille des mots de passe, donc 24 caractères. Mais ça, c'est pour le cas simple. Voilà, pour le ministère des Armées, donc le poste de quantique, c'est résister à l'ordinateur quantique. Et donc, ça ne peut pas être fait plus tard. En fait, actuellement, c'est le principe des attaques. On stocke maintenant et puis on déchiffrera plus tard. En fait, tout ce que nos compétiteurs enregistrent maintenant, dès que l'ordinateur quantique existera, ils seront capables de trouver nos secrets. Et il faut savoir que les secrets n'est pas toujours volatile, puisque parfois, il peut durer le temps d'un système d'armes. Voilà. Donc, on a cette année le retour de la conférence sur la crypto post-quantique. Et puis, ce qui va avec, la génération d'aléas, puisqu'il va devoir avoir des mots de passe plus protégés. Pour finir, et puis peut-être avec Gérald Beaudemaison, je voulais évoquer l'inauguration cet après-midi de la Cyberplace, où on va retrouver, outre le pôle d'excellence cyber, la Cyberdéfense Factory, que l'on partage avec le Gérald Beaudemaison, le pool, le Cyberbooster, une pépinière, si j'ai bien compris. Et donc, je voulais remercier vraiment pour tout ça la région, Rennes Métropole, pour la confiance, le soutien et le dialogue toujours renouvelé. Donc, merci à vous. Si ça change. Bonjour à tous, je suis Bertrand Anter, le directeur de l'AMIAD, donc l'agence dont on parle depuis tout à l'heure. Et je suis ravi d'être ici parce que ce me concernant, c'est la première édition de l'ECW à laquelle je participe. Et comme l'a dit Lionel, nous sommes déjà là. D'ailleurs, on a acquis le pupitre, comme ça a été dit il y a 2 minutes. Plus sérieusement, merci de votre présence, Madame la Ministre, parce que dans votre portefeuille, l'intelligence artificielle fait son entrée au gouvernement, sauf erreur de ma part. Et du coup, ça fait énormément de sens, d'une part pour le lieu, parce que, alors le lieu en lui-même, mais la région rennaise de façon plus générale, du fait de son rôle de moteur et du grand succès qu'on a connu en matière de cyber, fait évidemment office d'un terreau très fertile pour continuer sur la voie de la souveraineté et donc enchaîner avec l'intelligence artificielle. Donc, le lieu et en plus l'événement, c'est-à-dire que ça a été dit par le général Beaudemaison à l'instant, l'IA et la cyber sont consubstantielles, en tout cas moi je le dis comme ça. C'est qu'évidemment qu'il va falloir faire de la cyber pour l'IA et de l'IA pour la cyber, c'est évident. Mais plus largement, l'IA, c'est aussi une question de souveraineté et ça dépasse très largement l'enjeu de la cyber. Si vous allez voir les stands qu'on a à l'extérieur de l'amphi, vous verrez qu'on a beaucoup d'autres applications que le terrain de la cyber et le terrain numérique avec justement un enjeu à aller dans l'embarqué, mais je ne reviendrai pas dans le détail là-dessus.
Et donc, évidemment, je suis aussi ravi d'être ici parce que ça se passe dans un contexte d'accélération du ministère des Armées. C'est-à-dire que la création de l'AMIAD, évidemment, est l'un des vecteurs par lequel on fait cette accélération. Mais tout l'enjeu, et je résume souvent la mission de l'AMIAD par ces quelques mots, l'enjeu, c'est de mettre l'IA en production pour le ministère et pour nos forces. Et mettre l'IA en production, en fait, en le disant comme ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'un enjeu technologique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de développer des algorithmes, même si c'est évidemment une partie du sujet. Mettre en production, en fait, c'est emboutir derrière toute la chaîne qui est concevoir, développer, déployer, soutenir, homologuer pour ce qui concerne la cybersécurité. Et tout ça, en fait, c'est pas uniquement sur la question de la technologie qu'on a besoin d'accélérer, c'est sur toute cette chaîne qui nous permettra, in fine, d'être au rendez-vous pour nos armées. Donc, on amorce une dynamique, 100 personnes dès le mois prochain. Donc, c'était le contrat qui avait été passé avec le ministre Sébastien Lecornu et qui a été rempli. Donc, dès le mois prochain, nous serons une centaine à l'AMIAD. Une montée en puissance avec 200 personnes l'année prochaine, 300 en 2026. Et ça, c'est aussi le témoin d'un engouement de l'écosystème civil. Parce que si jamais on recrute, c'est parce qu'on est attractif, c'est parce que le sujet est attractif, parce que la mission est attractive. Et donc, tout le narratif que l'on déploie autour de cette souveraineté du ministère, du pays et de l'Europe autour de l'IA, c'est que d'une certaine manière, ça entre en résonance avec l'industrie, mais aussi les talents que nous recrutons. Je vous invite évidemment à aller voir les démos qu'on a sur les stands à l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que l'AMIAD a déjà des réalisations. C'est-à-dire que le but, c'était pas de faire une agence, d'attendre un an et ensuite de commencer à travailler. C'est-à-dire que depuis les annonces qui ont été faites en mars, on a déjà commencé à travailler. Et donc, on a de premières réalisations qui sont visibles dès à présent et qui le seront d'autant plus d'ici la fin de l'année. Une autre dimension que je voulais souligner, c'est celle de la recherche, notamment vis-à-vis de votre ministère de tutelle, parce que je ne pense pas qu'on peut être sérieux en matière d'IA si jamais on ne s'intéresse pas à la recherche fondamentale. On voit bien que ce qui a fait progresser la technologie ces 2 dernières années, c'est des équipes de recherche qui sont situées au premier plan d'un point de vue international. Alors, sans aller nécessairement concurrencer les GAFA sur ce terrain-là, on pense à l'AMIAD qu'on a quelque chose à jouer et en tout cas une nécessité à monter donc, au pôle recherche qui se trouve à Palaiseau sur le site de l'école polytechnique, des équipes qui se trouvent au premier plan d'un point de vue recherche internationale sur des thématiques dont on ne dévoilera pas la stratégie dès maintenant, mais par exemple, si on parle de robotique, je pense que ça paraît assez évident que pour les armées, c'est un enjeu majeur, et donc sur lequel on a besoin de monter en gamme, et nous allons lancer des projets. Et évidemment, on voit bien que ce qui a fait le succès de l'IA, c'est le transfert de technologie, c'est-à-dire que le but de faire de la recherche, in fine, c'est d'en faire quelque chose, et surtout, on voit que la frontière entre la recherche et la techno s'est brouillée avec les années, et donc c'était très important au sein de l'agence et du ministère d'avoir cette continuité entre la recherche et la production. Pour terminer, avant de vous laisser la parole, Madame la Ministre, tout cela préfigure aussi d'un écosystème plus global, c'est-à-dire que, évidemment que l'agence et le ministère ne va pas tout faire tout seul dans son coin, ce serait absurde, et on a vocation à s'appuyer sur une industrie civile. On a tout un écosystème de start-up, PME, labos de recherche, grands groupes qui est extrêmement dynamique, et justement, je pense qu'on a un écosystème IA à inventer qui ne se limitera pas seulement à des grands industriels de la défense. Et au contraire, tout l'enjeu est d'arriver à intégrer, à travailler avec des acteurs différents. Et j'irais même jusqu'à dire avec des acteurs en interministériel, parce que même si notre sujet c'est la défense, on voit bien qu'il y a des synergies à aller chercher avec la DINUM par exemple, avec le ministère de l'Intérieur pour ceux avec qui j'ai parlé, et ce qui n'est pas à l'exclusion des autres. Je n'en dirai pas plus, Madame la Ministre, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, je vous cède la parole. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de région, Madame la maire, présidente de la métropole, Monsieur le recteur, général, commandant, amiral, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous lors de l'ouverture de ce magnifique événement. J'ai eu l'occasion de venir dans cette salle auparavant dans mes fonctions précédentes, lors d'un autre événement majeur de la région, le Imagine Summit, et c'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous. Ici donc aujourd'hui pour l'European Cyber Week, et je voudrais d'abord en profiter pour féliciter toutes et tous ceux qui, dans la salle, je crois qu'ils sont nombreux, contribuaient depuis un certain temps maintenant à faire de cet événement un événement de référence dans la cybersécurité au niveau européen. Merci pour votre engagement, merci pour les heures que vous ne comptez pas pour faire cette journée et les jours qui viendront et les rendre possibles. Cet événement, je crois que nous l'avons entendu ce matin,
contribue à montrer à quel point l'excellence bretonne en matière de cybersécurité est réelle. J'irai peut-être même un peu plus loin. Je crois que cet événement témoigne de l'excellence bretonne en matière de technologie en général, avec une vision, celle de mettre la technologie au service de l'intérêt général, du bien commun, de pouvoir penser notre liberté avec cette technologie et non à défaut de cette technologie. Alors là, merci Lia de remettre la photo. Avec du coup cette vision que je porte de créer une troisième voie grâce aux technologies, à l'instar des concurrents américains ou chinois, de pouvoir porter notre vision avec ces outils. Et avec une méthode qui, à chaque fois que je me rends sur ce territoire, me saute aux yeux, celle du collectif, celle de pouvoir avancer ensemble. Nous en avons eu un très beau témoignage ce matin. À l'heure où la démocratisation de la menace cyber et où la transition numérique de nos sociétés coexiste avec un regain de tensions internationales, nous en avons parlé, les impératifs de maîtrise de ces technologies, de défense de notre souveraineté, de notre résilience, de la résilience de nos infrastructures essentielles à la vie de la nation, deviennent des enjeux existentiels. Pour les résoudre, nous devons faire essaimer dans nos territoires la combinaison gagnante sur laquelle cette région bretonne repose donc, en tant que deuxième région en termes d'emploi dans le secteur cyber. Outre le legs de votre expertise historique que nous ne pourrons pas forcément répliquer dans d'autres territoires, vous possédez un écosystème très développé avec des organismes de recherche, de formation, des industriels, des PME, des startups qui travaillent tous ensemble. J'en ai eu maintes fois l'exemple. Accompagnés par des acteurs institutionnels majeurs pour faire en sorte que nous puissions partager ces expertises et travailler de concert et non chacun de notre côté. Dans un monde où les risques cyber ne cessent de croître, la multiplication des attaques et leur sophistication sont des réalités auxquelles nous devons faire face avec détermination, tous ensemble. Pour nous maintenir dans une bonne posture d'une saine paranoïa, mais quand même se dire les choses franchement, je voulais donc remettre peut-être un mot sur l'état de cette menace cyber. Elle se maintient à un niveau très élevé. Qu'elle soit d'origine étatique, qu'elle soit le fait de groupes cybercriminels, qu'elle soit liée à des tentatives d'espionnage, elle cible désormais l'ensemble de notre tissu économique et administratif de manière systémique. Toutes les organisations sont concernées, toutes. Avec une hausse de plus de 30% des attaques par rançongiciel depuis 2022, mesurée par l'ANSSI, qui concerne majoritairement les TPE, les PME, les collectivités territoriales et les entreprises stratégiques. Personne n'est laissé tranquille face à cette menace. Entre janvier 2022 et juin 2023, l'ANSSI a traité en moyenne 10 attaques par mois contre une collectivité. Sur cette période, la moitié des départements français étaient touchés, 12 régions. Il nous faut prendre la mesure de ces chiffres, ensemble. C'est une réalité très concrète, puisqu'on peut citer rien qu'ici en Bretagne un certain nombre d'attaques, celle de Morlaix en 2023, de Beton aussi la même année, dont les données personnelles des habitants ont été diffusées sur le dark web. Le département des Côtes-d'Armor, dont le site internet a été rendu indisponible cette même année, par ricochet d'une attaque ciblant son infogérant. Il y a bien sûr aussi les grandes entreprises, par exemple le grossiste en pharmacie breton Serp il y a seulement 3 semaines, le secteur de la santé n'étant lui-même pas en reste. L'ANSSI indique dans son rapport du 7 novembre que la part des incidents concernant ce secteur de la santé a été multipliée par 4 dans les 3 dernières années. Dans la région, je pense bien sûr au CHU de Brest ou à celui de Rennes, et depuis le 3 octobre au groupe Hospi Grand Ouest, dont les cliniques, en particulier celles de la Sagesse, sont impactées par un rançongiciel. Je vais être claire, cette énumération n'est pas pour pointer du doigt, mais d'abord et avant tout pour rendre hommage aux efforts déployés par les élus, par les équipes chargées de la rémédiation sur le terrain, ainsi que l'engagement constant des soignants qui subissent des conditions d'activité dégradées auxquelles nous pouvons facilement imaginer. Malgré ce tableau inquiétant, nous avons accompli de forts progrès depuis l'impulsion du président de la République qu'il a donnée à la cyber française. Si nous sommes mieux armés pour éviter les catastrophes, nous n'avons pas encore renforcé suffisamment nos défenses pour détourner cependant tous les cybercriminels de nos organisations. C'est, je crois, le défi
qu'il nous reste à porter, celui qui est devant nous aujourd'hui. Il est d'autant plus crucial à mesure que l'intelligence artificielle, nous en avons parlé, devient un pilier des activités économiques et industrielles. Je salue bien sûr votre choix de placer cette 9e édition de l'European Cyber Week sous le prisme de l'IA. L'IA est en effet rentrée au sein du gouvernement et bien sûr en matière de défense, de sécurité, nous avons un certain nombre d'enjeux à imaginer. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que se tiendra en France le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle les 10 et 11 février 2025, au cœur duquel nous discuterons bien sûr de ces enjeux au plus haut niveau, en rassemblant chefs d'État, chefs d'entreprise, chefs d'organisation, scientifiques bien sûr, mais aussi la société civile. Une large diffusion de l'intelligence artificielle est bien sûr d'abord essentielle, je crois que ça a été dit, pour renforcer notre cybersécurité et celle de nos infrastructures, en intégrant des capacités de détection avancées, d'analyse prédictive, d'automatisation. L'IA peut être un outil qui permet aux organisations d'identifier et de neutraliser certaines menaces. Elle apporte une réponse proactive, ciblée aux défis de sécurité actuels. C'est pourquoi la filière cyber a un rôle central à jouer dans l'adoption de l'intelligence artificielle avant tout, et je crois que c'est un des rôles que vous portez à l'AMIAD, pour pouvoir mieux protéger notre défense, mais aussi par ricochet nos entreprises. Nous pouvons nous appuyer sur un écosystème d'acteurs innovants qui se situe à l'intersection de l'intelligence artificielle d'une part et la cybersécurité d'autre part. Un certain nombre d'entre vous, devrais-je dire, est avec nous aujourd'hui. Je pense par exemple à Gatewatcher, qui incarne cet usage pionnier de l'IA avec son assistant Gaia, intégré à ses solutions NDR et CTI. Je pense aussi bien sûr à plusieurs acteurs bretons bien connus, tels qu'Almond ou Glimpse, le premier avec son jumeau numérique, dit de sécurité, qui produit automatiquement des scénarios d'attaque contextualisés et représentatifs des menaces actuelles et des menaces futures. Le second avec ses outils de deep learning visant à détecter et caractériser les malwares sur tous les flux de fichiers. Ils bénéficient tous les deux du soutien de France 2030 dans le cadre de l'appel à projets dédié au développement de technologies critiques en cybersécurité, dont la 3e édition est parfaitement d'actualité. Centré sur l'évaluation en cyber, cet appel à projet permet d'accélérer l'innovation pour les produits et services qui aideront à une mise en conformité avec DORA et NIS 2, et non de NIS 2, comme le pensait notre outil de traduction tout à l'heure, sur laquelle je reviendrai. Je veux d'abord aller plus loin sur la manière dont le gouvernement continuera d'accélérer le développement de ces technologies de pointe et leur diffusion. J'ai ainsi le plaisir de vous annoncer que l'instruction des projets déposés pour la 2e relève de cette AAP, dédiée donc à l'évaluation en cyber, est finalisée. Elle a permis de sélectionner 13 nouveaux lauréats, que je tiens à féliciter, qui développeront leurs solutions avec l'aide de France 2030, près de 15 millions d'euros au total. Parmi eux, je voudrais en particulier citer le projet d'Alsiconi, qui vise à intégrer l'IA dans ses outils d'entraînement et de gestion de crise cyber, et le projet Pentest LLM d'Adasis, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, qui vise à explorer le potentiel de grands modèles de langage pour augmenter les capacités de pentesters via la génération de code et de scripts pour exploiter les vulnérabilités. Vous le voyez, l'intelligence artificielle possède un formidable potentiel pour améliorer l'efficacité des solutions cyber. Mais bien sûr, comme il l'a été souligné, sa diffusion induit un certain nombre de risques sur lesquels il nous faut rester vigilants. En matière de désinformation, nous en avons parlé, sur la santé ou la sécurité des personnes, par exemple. Or, l'adoption de l'intelligence artificielle ne pourra se faire sans la confiance des utilisateurs. Et cette confiance passe avant tout par la sécurisation des systèmes d'intelligence artificielle. Il s'agit d'une priorité stratégique. Les modèles d'IA peuvent en effet être vulnérables à des menaces spécifiques, certaines ont été mentionnées, telles que l'empoisonnement des données ou les attaques adversariales qui peuvent altérer leurs résultats et les compromettre. Face à ces risques, un marché émerge pour sécuriser les données d'entraînement et renforcer l'intégrité des processus décisionnels. Mais les acteurs qui se spécialisent dans ce domaine restent peu nombreux. La protection des modèles eux-mêmes est également essentielle pour préserver le potentiel scientifique et technique et donc la souveraineté de la nation. Et pour prévenir tout détournement par des attaquants qui pourraient en exploiter les paramètres à des fins malveillantes. Des initiatives sont en cours pour anticiper et atténuer ces risques.
L'ANSSI a publié en avril un guide pour sécuriser les systèmes d'intelligence artificielle générative et nous les en remercions. Il permet de sensibiliser les administrations, les entreprises aux risques liés à ces systèmes. Il présente aussi un certain nombre de bonnes pratiques, de la conception jusqu'à l'utilisation. Mais nous avons aussi besoin que notre filière cyber elle-même continue à se mobiliser pour résoudre ces questions. L'innovation dans le numérique n'a cessé d'accélérer ces dernières années avec l'émergence de nouvelles formes de calcul quantique, cela a été mentionné, la démultiplication des usages du cloud ou encore l'essor des capacités d'intelligence artificielle. Toutes portent en elles un enjeu fondamental de confiance. Enjeu fondamental de confiance donc, et plus spécifiquement de maîtrise des données. C'est pourquoi, dans ce contexte global où la maîtrise est symbole de notre souveraineté, je vous annonce aujourd'hui que nous lançons le 4e volet de l'appel à projets relatif aux technologies critiques en cyber, qui porte précisément sur ce sujet, la protection des données stockées, transmises ou calculées. Cet appel vise à sélectionner des projets qui s'attacheront notamment au défi de protection des données d'apprentissage pour l'intelligence artificielle, mais aussi la protection des données traitées par les modèles d'intelligence artificielle, comme par exemple les prompts de leurs utilisateurs. Enfin, la protection des modèles d'IA eux-mêmes, et notamment l'intégrité et la confidentialité de leurs composants. Que ce soit pour renforcer les défenses des systèmes face à des capacités étatiques, d'assurer la sécurité des échanges au sein d'une chaîne d'approvisionnement, ou de minimiser les dépendances aux couches matérielles et logicielles sous-jacentes. Que ce soit pour une application à des systèmes embarqués, des installations industrielles, des centres de données ou de l'informatique grand public, ces approches innovantes permettront d'établir un périmètre de confiance clair et robuste pour contribuer à la diffusion d'un numérique respectueux de nos valeurs. L'enveloppe pour soutenir ces projets est de 25 millions d'euros. Elle sera engagée à partir de 2025, le cahier des charges de cet appel à projet paraissant demain au journal officiel. Je vous encourage, toutes et tous dans cette salle, à vous en saisir. Il ne vous aura pas échappé qu'en filigrane de mon propos sur les risques et la confiance, la diffusion des technologies et les choix que fait le gouvernement pour soutenir l'innovation en cyber, il y a également l'enjeu d'accélérer l'émergence sur le marché de solutions françaises qui répondront également aux besoins des organisations pour respecter les grandes réglementations numériques récentes. Il est important que de l'un côté nous puissions protéger, mais de l'autre nous puissions également soutenir ce marché. Je voudrais aborder en conclusion le grand rendez-vous qui se trouve devant nous, sur la protection donc. Celui de la mise en œuvre et de la transposition de cette fameuse directive NIS 2, que nous appelons le projet de loi Résilience, que j'ai présenté en Conseil des ministres le 15 octobre dernier. Je sais que cette directive ambitieuse a pu susciter des interrogations de la part des entreprises, des collectivités, et qu'elle continue d'en susciter. Je veux d'ailleurs dire ici que je serai très à l'écoute de tous les échanges que nous pouvons avoir aujourd'hui sur cette question. Il est très important que nous puissions construire un texte pragmatique au plus près du terrain et pour cela, j'ai besoin de vous. Le gouvernement a pleinement conscience du passage à l'échelle que nécessite cette directive et des efforts que les entités régulées, peut-être certaines d'entre vous sont ici aussi, devront fournir. Afin de préparer au mieux l'arrivée de ce texte, répondre à ces préoccupations, vous savez que l'ANSSI a mené un formidable travail de consultation avec plus de 70 consultations menées sur le terrain avec des fédérations professionnelles, des entreprises des services numériques, des associations d'élus, afin de pouvoir faire remonter les points importants dans sa mise en œuvre. Elles ont permis, ces consultations, de nourrir utilement le travail de finalisation du texte, notamment lors de son passage au Conseil d'État cet été. J'ai reçu des échos très positifs de nombreux acteurs sur cette méthode, et je veux donc remercier particulièrement l'ANSSI pour l'appui à la préparation de ce texte. Votre contribution est précieuse. Ces consultations se poursuivront tout au long de la vie du texte, y compris de sa partie réglementaire, infraréglementaire. J'aurai l'occasion moi-même de participer à un certain nombre de discussions et je m'en réjouis. Le gouvernement a fait de la simplification un chantier majeur pour nos entreprises et nos administrations. J'ai entendu parfois dans les premières discussions une inquiétude face à la complexité de certains textes. Vous pouvez compter sur ma vigilance pour que ce texte limite tout risque de mauvaise interprétation et de surtransposition. C'est un point capital pour moi. J'ai pleinement confiance en l'ANSSI pour ce faire. L'approche retenue jusqu'ici est la bonne. Encore une fois, je vous en remercie.
Nous ferons de la mise en œuvre de Nice 2 ou du projet de loi résilience un exercice opérationnel que nous voulons utile et pragmatique, qui tienne en compte des spécificités de chaque entité régulée afin d'élever notre niveau de cybersécurité de façon proportionnée et adaptée, mais tout en restant ambitieux. Je pense que c'est un point important. Le niveau de la menace, je n'y reviendrai pas, est réel et ne fait qu'augmenter. Dans ce contexte, la cybersécurité ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme un investissement pour mieux sécuriser nos actifs stratégiques essentiels à nos activités économiques et sociales. Il y aura bien sûr, j'en suis consciente, un travail de pédagogie, un accompagnement de l'État à prévoir, en particulier de l'ANSSI, dont l'objectif premier n'est pas de sanctionner, mais bien de permettre à chacun de progresser et de se saisir pleinement des enjeux de ce texte. L'agence procède à une adaptation d'ampleur, tant en termes d'organisation que de développement de son offre de services, qui fera passer à l'échelle cet accompagnement. Le gouvernement a là aussi anticipé avec un certain nombre de dispositifs dans le cadre du plan de relance, que ce soit les parcours de cybersécurité, la création des CICERT, dont j'entends souvent parler, qui sont autant d'outils sur lesquels capitaliser. Brest Cyber, par exemple, le CICIRT de la région Bretagne a supporté une assistance précieuse aux entités victimes des attaques que j'ai citées précédemment. Le fonctionnement de ce CICIRT est souvent mis en lumière comme étant un organisme qui fonctionne très bien et donc je suis particulièrement ravie d'avoir les retours terrain sur ce type de dispositif avec l'envie de pouvoir harmoniser dans tout le territoire le type de bonnes pratiques que nous pouvons trouver ici, dans la région. Le programme Cyber PME, que mon prédécesseur, le ministre Barrot, avait annoncé ici il y a seulement quelques temps, en est une autre illustration. Son déploiement se poursuit et à ce jour, je suis heureuse de pouvoir vous partager que nous avons cofinancé près de 300 diagnostics de maturité pour des entreprises qui couvrent une très grande variété de secteurs. Aéronautique, industrie, numérique, finance, transport, mais c'est avant tout 24 entreprises ici, de la région bretonne, qui ont pu être assistées. La deuxième phase du dispositif, celle de l'accompagnement à la sécurisation, ouvrira d'ici la fin de l'année. Nous serons soucieux de vous partager toutes les informations en temps et en heure, pour que vous puissiez aussi en bénéficier. Par ailleurs, une action nationale sur la cyber a été menée conjointement entre l'État et CCI France en 2024. Elle a permis de déployer sur l'ensemble du territoire de France métropolitaine et dans les 5 départements et régions d'outre-mer un bouquet d'actions de sensibilisation, de communication, d'accompagnement aux enjeux cyber auprès de 15 000 entreprises. Il nous faut toujours plus communiquer, j'y veillerai, mais ces dispositifs sont déjà bien engagés. Enfin, dans le prolongement des mesures de simplification réglementaire en cyber que le projet de loi résilience prévoit, la DGE et l'ANSSI travaillent pour standardiser les programmes d'aide et de conseil. Ce modèle standard sera défini autour du référentiel de mesures de sécurité Nice 2, sur lequel l'ANSSI a déjà bien travaillé et sur lequel les programmes d'accompagnement existants ou futurs pourront s'aligner. Il permettra de mieux coordonner, structurer, renforcer les réseaux d'accompagnement dans tous les territoires, qui sont autant d'interlocuteurs de proximité utiles pour toutes les entités régulées. Ce travail s'inscrira dans la durée, au plus proche des besoins, et produira des résultats dès la mise en œuvre du texte. Comme vous le voyez, nous ne relâchons pas nos efforts et nous devons continuer à maintenir un très haut niveau d'ambition pour protéger nos concitoyens, nos administrations et nos entreprises contre ces risques cyber qui ne font qu'augmenter. Toutefois, la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Nous ne pourrons donc atteindre notre meilleur niveau que si chacun d'entre nous place la cybersécurité au cœur de ses préoccupations et continue à se préparer aux défis qui nous attendent. C'est tout le sens des dispositifs que je viens d'évoquer, qui continueront à se déployer et nous aideront, j'en suis certaine, à renforcer la cyber-résilience de la nation. Je sais pouvoir compter sur notre intelligence collective, sur vos bonnes idées, j'en ai entendu un certain nombre tout à l'heure à l'heure du déjeuner, pour venir compléter cette gamme d'outils, car le défi est très sérieux, mais nos ambitions le sont tout autant. Et le travail doit donc continuer, ensemble. Je vous remercie.